Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Loïc, ravi de vous retrouver au Club Circus Paris pour Circus Business. Circus Business, c'est quoi? Chaque mois, je suis avec deux très beaux invités que vous retrouverez normalement, si leur emploi du temps le permet, des gros CV, et on fait un rapide tour de ce qui se passe dans le monde du poker et du gambling. On commence par le visage que vous connaissez chez moi, Monsieur Pedro Canali, ancien joueur devenu entrepreneur. Comment ça va, mon Pedro? Eh ben, ça va super bien. Merci Loïc de m'inviter. Bah, écoute, c'est normal. Et le petit nouveau qui va se présenter, je vous ai déniché une petite perle, messieurs, dames. Gros CV, très brillant. Monsieur Antoine Dugast. Salut, mon Antoine. Salut à tous et à toutes. Et puis, ancien joueur aussi. C'est vrai, tu as été joueur? Ah ouais, pas Pro? mal. Ouais, Ouais. j'ai fait les WSOP, j'ai fait un peu de circuit. J'ai une montre Scoop. Ah, ah ouais, ça ressort des goodies à l'ancienne. Je sais plus où elle est. Antoine, je dis souvent que ce que BetClick est devenu ces derniers temps, c'est-à-dire numéro 2 du marché, ça te le doit en partie. Pour les gens qui ne te connaissent pas, vite fait, tu nous fais ton CV? Eh ben, je suis d'abord un grand amateur de poker. Et puis, j'ai travaillé pour PokerStar depuis 2010 jusqu'à 2017. J'ai fait d'autres choses entre-temps. Et puis, les 2 dernières années, on était sur la refonte du logiciel de BetClick. Et puis, depuis septembre, je me suis lancé en indépendant comme expert des marchés du gaming. On parle vite fait de BetClick. On en profite que tu sois là. BetClick, il y a 5 ans, tout le monde s'en fout, ça a 2% de part de marché. Et ou peut-être 3, 4 Un peu plus. dans le Mais poker. bon, bah oui, mais bon, c'est pas grave. C'était Ouais, pas assez. voilà, bon, voilà. Enfin, moi, je sais que Betclic, je ne le connaissais à l'époque, et je pense comme tout le monde, que parce qu'ils avaient un team pro qui était Benjamin Pollack. Ah oui, d'accord. Voilà. Et d'ailleurs, je gueulais souvent en disant, putain, mais qu'est-ce que Betclic fout de Benjamin Pollack, en fait, parce que ils l'ont eu pendant des années, et ils en ont rien fait. Et alors là, sur je pense, les 12 derniers mois, petit à petit, des gens se sont rendus compte, parce qu'en fait, tu te rends compte que personne n'a eu les chiffres, hein. C'est-à-dire que moi, je commençais à dire que BetClick était en train de tout défoncer, mais tout le monde était très surpris dans l'industrie, donc tu te rends compte que personne ne lit jamais les rapports annuels, en fait. Et c'est d'ailleurs, on embrasse Vincent Reynard qui me donnait ces chiffres-là aussi, qui me les confirmait. On passe comment de, on va dire, toute petite room à, j'entends des fois 30% de part de marché, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, On verra, les chiffres tombent voilà. bientôt. Et numéro 2, loin devant. Comment on fait cette mutation-là? Déjà, c'est une analyse stratégique de leur position sur le marché. Là, on parle bien du poker, hein. Tout à fait. C'est une analyse du marché que les patrons de BetClick ont fait il y a assez longtemps déjà. Et la manière de remédier à une sorte d'apathie sur ce marché, c'est de reprendre la main sur le soft. Donc, on passait par e-poker avant. Ça ne permettait pas de faire facilement de l'innovation, que ce soit au niveau du produit, mais aussi au niveau du jeu responsable, de l'intégrité des jeux. Donc la décision avait été prise, je pense, il y a déjà assez longtemps, de prendre ce virage, de reprendre la main sur le soft et de faire ce qu'avait fait Winamax déjà dans la fin des années 2000, c'est-à-dire de construire un soft de but en blanc. Donc tu as dit que j'avais une part importante dans. Bon, C'est ce moi, qui se dit. non, mais c'est une équipe de 50 personnes. J'en faisais partie. Il y a Cyril Henry qui est passé il n'y a pas très longtemps sur le podcast de Club Poker pour en parler et qui l'a très bien fait. En tout cas, c'était un énorme projet avec énormément d'ambition à la fois poker mais aussi technique. Donc, c'est le top du top. Et aujourd'hui, s'ils veulent innover, c'est beaucoup plus simple. Et surtout, ils ont la clé, ils ont la main sur leur liquidité, sur la façon dont on protège les joueurs, etc., etc. Sur leur soft, de toute façon. C'est ça. J'ai l'impression que tu vas me dire d'ailleurs, toi, parce que toi, tu as connu. Donc, toi, tu étais chez Barrière. Tu étais team pro très longtemps chez Barrière. Tu as connu Barrière quand ça allait de plus en plus mal, avec un soft de merde, alors qu'ils ont mis des millions ensuite pour avoir un soft incroyable qu'ils ont eu quand ils ont fermé. Donc, vraiment, une époque
Incroyable. Une époque bénie. Une époque, avec le recul et en plus l'expérience d'entrepreneur, que tu étais entrepreneur avant, mais ça n'avait rien à voir, mais maintenant tu es entrepreneur vraiment dans ce monde-là. Quand tu te rappelles de barrières, de comment ça s'est passé, etc., tu as des regrets, tu dis putain, mais ils ont fait n'importe quoi alors qu'ils avaient un bijou. Comment tu vois le truc? Je reste très pragmatique. De toute façon, c'était pas le bon moment. Les expressos n'existaient pas encore. C'était pas du tout la même période. C'était hyper concurrentiel. C'était l'ouverture du marché des jeux. 2010, ça a été vraiment incroyable comme période pendant quelques années. Et puis, c'est redescendu. Il y avait un problème d'actionnariat avec la Française des Jeux qui avait budget limité et Barrière, ils étaient à 50-50, qui avait beaucoup moins de budget. Et quand un mettait 1 euro, l'autre devait suivre. C'était très compliqué. Il y a eu plein de problèmes, même très industrie, business. On ne va pas revenir dessus. Et effectivement, à force de travail acharné, d'écouter les équipes, de faire un très bon travail marketing, de la team Pro Barrière qui était quand même, je crois, la deuxième plus grosse team pro après Winamax à l'époque. Ah oui, oui, je ne sais plus comment on était, mais on était très nombreux. Il y avait Benjamin Pollack, Lucille Cailly, Guillaume Sescu, Rémi Biéchel, enfin vraiment Adrien Alain, ça a été Estelle Denis, il y avait vraiment, c'était assez incroyable, les frères Janet. C'était un gros mastodonte qui marchait très bien, qui faisait pour l'époque énormément de vues sur Dailymotion, pour ceux qui se souviennent. Et sur les réseaux sociaux, c'était le tout début, c'était les balbutiements. Eh bien, à force de travail, ça a commencé à marcher. Le soft est devenu très très bon. Puisqu'ils avaient la main réputation dessus. de Barrière Poker est devenue bonne. Ouais, ça a vraiment un travail exceptionnel qui a été fait. Partenariat WSOP. Partenariat WSOP incroyable. Encore On une a fois, profité. C'est ce qu'il faut parce que Grégory Chausson qui a fait un travail incroyable à c'est fou l'époque. parce que quand t'enchaînes, il y avait Grégory Chauchon tout à Bah fait. oui, à l'époque. c'était lui. Incroyable. Donc ce qui est fou, c'est que quand tu mets tout ça bout à bout, tu dis waouh, ça va être incroyable quand Ouais. même. Il y a une bonne équipe, il y a des bons communicants, il y a des gens appréciés. Ça y est, il y a un bon soft, partenariat. Alors Grégory Chauchon on explique qu'à l'époque et chez Barrière n'est pas encore justement. Chez WSOP. C'est ça qui va le faire connaître des Américains, qui va donner envie aux Américains de le récupérer. Exactement. Il y a tous sur la WSOP table. à Cannes chez Barrière, c'était encore la grande époque. Il y avait Ouais. aussi le Partouche Poker Tour à Cannes. Enfin, c'était vraiment l'âge d'or du poker, quoi. C'était incroyable. Et à ce moment-là, donc, ils décident de fermer. Trop tard. Trop tard. Le soft était fou parce que tu avais vraiment des innovations qui étaient incroyables. Au niveau, tu avais un tracker intégré que tu n'avais pas dans les autres sites. Tu avais vraiment des trucs pour les joueurs qui étaient fabuleux. Aussi bien pour les joueurs amateurs, parce que il y avait beaucoup de joueurs de roulette et tout ça, parce que c'était le casino Barrière, en fait, en ligne. Et tu avais plein d'outils pour les bons joueurs. Tu avais beaucoup d'overlay au début, le temps que le soft prenne. Ouais, l'offre était folle. les L'investissement packages. incroyable. Et au moment où ça y est, ils y Bien sont régalé. arrivés, c'est ce qui s'appelle mourir guéri dans le business. Ça arrive très souvent. On a trouvé la solution. Mourir guéri. On est guéri, mais on n'a plus le cash et donc on ferme. Et bon, je ne vais pas entrer dans les détails du Lean Startup et de comment éviter ça, mais voilà, c'est un grand classique, mourir guéri. Je veux bien que tu me dises comment on évite ça. Ça m'intéresse en 2 secondes. Enfin, En tant qu'entrepreneur. En tout cas, de ce que toi, tu as vu, tu te dis, j'aurais pas fait. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ou pas fallu faire? C'est quoi ton analyse? Il y a un livre, une méthode que si je l'avais lu 2 ans plus tôt, je ne serais pas avec toi là maintenant. Je serais sur une île déserte à la retraite. Ça s'appelle le Lean Startup. C'est une méthodologie. T'es mon ami, t'es censé m'inviter sur ton île. Et on ferait le podcast là-bas. Voilà. Non, mais je te parlerai plus, je crois. Très Je suis bien. tellement riche que je te parlerai plus. Très bien. Comme tous les riches arrogants, superbe. Voilà. J'ai Acheter hâte. la formation Lean Startup. Non, en réalité, c'est juste la méthode scientifique appliquée à l'entrepreneuriat. Et dans le cadre de Barrière à la Française des Jeux, c'était quasiment impossible. Mais admettons que ce soit possible et qu'on soit dans un monde où ces gens-là sont hyper open, ouverts aux nouvelles méthodes. Un entrepreneur, une entreprise, elle va rater en moyenne 5 fois avant de trouver son marché. Okay. Donc, comment tu fais pour pivoter 5 fois avant de trouver le bon produit et de trouver ton marché? Eh bien, tu ne passes pas 3 ans à dépenser 100 millions par an, enfin, à l'époque, plutôt 25 millions par an, pendant 3 ans pour essayer de trouver le bon produit. Non, tu fais pas ça. Tu fais des petits tests et tu valides et tu invalides des hypothèses avec ce qu'on appelle un MVP, que tu connais très bien, Minimum Viable Product. Comment tu fais le produit minimum que je peux montrer au marché qui me coûte le moins cher possible pour valider ou invalider que mon produit il est bon, prendre les retours et me modifier 5 fois. Donc, si j'ai un budget de, je sais pas, disons 30 millions d'euros, je sais qu'après, j'aurai plus de sous. Eh ben, je vais découper en 5 ce budget de 30 millions d'euros et je vais faire des petits tests systématiquement pour que je puisse me tromper au moins 5 fois et d'arriver à trouver le bon soft. Est-ce que c'est pas la fameuse phrase que m'a dit un jour un ami proche qui m'a dit l'important c'est de se tromper vite et pas cher. Exactement. Si tu te trompes lentement, c'est le seul moyen de rater ta vie. Le meilleur moyen de le réussir, c'est se tromper vite et pas cher. Vous avez vu? J'ai ramené des personnes de qualité. Bon, à l'exact opposé de la réussite flamboyante de BetClick en ce moment, nous avons PokerStar, que nous avons tous bien connu aussi.
avec des gens de qualité qui sont encore là quand même, mine de rien. Benny et You qui font un gros travail de représentation. Heureusement. Ouais, heureusement. Il y a des gens qui s'occupent de l'EPT, qui reste une marque très très forte. Et là aussi, je vais avoir oublié le prénom, donc je ne vais pas le dire de suite, celui qui s'occupe, mais je l'embrasse, celui qui s'occupe des EPT, il va se... Il y a des matins connaître. comme ça. Ah, il y a des matins où les prénoms, c'est très dur. Chez moi, c'est très dur en règle générale, les prénoms. Mais, bon, ça, c'est le petit côté joli de l'iceberg, mais il y a tout l'autre côté, moins de 10% de part de marché. Donc, en France, autant dire qu'ils sont troisième, extrêmement loin derrière. Au niveau mondial, peau de chagrin comparé à l'ogre GG Poker. Qui aurait pu le prédire, ça? Voilà. De toute façon, GG Poker, il y a 5 ans, qui aurait pu prédire. De toute façon, on ne savait même pas que ça existait. Votre regard sur la chute de PokerStars, les causes, pourquoi quand vous regardez ça, vous vous dites quoi? Alors, je l'ai vécu de l'extérieur, de l'intérieur, de partout. C'est assez évident. Déjà, c'était le premier soft correct dans l'industrie du poker en ligne, avec des vrais efforts, des vraies innovations, et puis une équipe technique. Et là, je parle des années 2010, des années avant 2010. Et moi, je les ai rejoints en 2010 parce qu'ils avaient décidé d'attaquer chaque marché européen de manière légale. Ils voulaient avoir une approche légale un peu partout, y compris aux États-Unis. Ce n'était pas forcément possible partout parce que les législations étaient compliquées. Et puis, ce qui a cassé la courbe, la dynamique de PokerStars, c'est le Black Friday. C'est-à-dire que à force de traîner dans une zone grise aux États-Unis, ils ont fini par dealer avec des gens avec qui ils n'auraient pas dû dealer. La justice américaine s'en est saisie et a forcé PokerStars à prendre des décisions stratégiques qu'il ne voulait pas prendre. Parce que je ne sais pas si je peux le dire, mais je pense. Tu m'as appris qu'en fait, l'achat, ouais. le rachat de Full Tilt par PokerStars, où tout le monde a crié au génie en mode oh là, ils sont vraiment, vraiment adorables PokerStars, c'est pas du tout eux qui ont décidé ça. C'est une clé de bras. C'est le Department of Justice américain qui a forcé Isai dans le cadre d'un deal en échange de pas de prison, de racheter Full Tilt et surtout de rembourser les joueurs américains des fonds qui avaient disparu, puisque Full Tilt était un Ponzi, comme on le sait maintenant, et qu'ils n'avaient pas gardé le cash des Américains et qu'ils étaient incapables de les rembourser. Donc ça faisait partie d'un deal. Ça lui a coûté combien l'opération là? Mince, j'ai pas révisé mes chiffres. Plusieurs centaines de millions de dollars. Voilà qu'il a dû sortir pour lui, quoi. Enfin, pour lui, pas quelques centimes. Pas grand-chose, mais en tout cas, ce que je voulais dire par là, c'est que PokerStars, c'était principalement la volonté d'une personne. C'était son bébé, donc Isai Sheinberg. Il faisait ça avec son fils, en plus, donc c'était une entreprise familiale, littéralement. Un vrai passionné, il faisait la queue au WSOP comme tout le monde pour s'inscrire, en anonyme, avec son à moitié caché, un vrai passionné. Et on l'a forcé, donc c'était une autre clé de bras, à vendre son entreprise, comme font les États-Unis, hein, comme ils le font avec TikTok, comme ils le font. En fait, ils vous forcent à vendre l'entreprise pour respecter des lois antitrust, enfin n'importe quelle excuse. Et ce qui est paradoxal, c'est ça aussi, tu me l'as un peu appris, c'est qu'ils te forcent à vendre. Mais il ne te force pas à vendre mal. C'est juste. Non. Voilà, on peut faire un bon deal. Il n'y a pas de problème. Il laisse le temps. Fais ton bon deal, prends ton gros chèque, mais par contre, vends ta boîte et casse-toi. Quoi. Et ils savent très bien que il va y avoir des fonds carnassiers, Blackstone, BlackRock, machin, pour prêter à n'importe qui, pour racheter la boîte. Et c'est comme ça que PokerStars a été racheté, donc c'était typiquement un LBO. Alors on mettra peut-être la définition du LBO, on va pas rentrer dans les détails, même si c'est très drôle. C'est vraiment de la piraterie fiscale. Mais en gros, il s'agit de racheter une boîte avec les sous d'un fonds de pension et de vendre tous les actifs immédiatement et de rembourser la dette sur l'inertie du chiffre d'affaires. Voilà. Vraiment en 3 secondes. Et à la fin, on revend ce qui reste et on fait un petit bénéfice. PokerStars, aujourd'hui, c'est une boîte qui a été vidée par un LBO, comme il y en a plein. Leverage buyout, on va le mettre en sous-titre.
Pedro. Juste avant de répondre, je me permets une petite parenthèse. Tu disais tout à l'heure l'inertie de la loi française pour les clubs, etc. Quand on met en perspective ce qui s'est passé aux États-Unis avec le Black Friday, d'autres affaires de triche ou des choses comme ça qui sont arrivées à l'époque du Far West du poker, avant que tout soit légiféré et tout carré, on peut remettre en perspective aussi la lenteur de l'administratif en France pour pouvoir éviter ce style de... on rappelle quand même le deuxième leader mondial du poker, qui représente des centaines de millions de dollars, était un Ponzi. Et le leader du marché était en zone grise. Exactement. Moi, je suis content en fait que la France elle, soit légiférée. Je suis pas content que ce soit aussi long et ça devrait être un peu plus agile, un peu plus rapide. J'ai un mot. Europoker. Non, Europoker, le site Europoker. Je vous ai rappelé de ça parce que je te signale qu'en France, on a beau être très légiféré, hyper attentif et tout. Quand Europoker, qui était une petite room, hein, mais quand ils se sont barrés avec le cash, qu'est-ce qu'elle a fait, l'Argel? Qu'est-ce qui s'est passé? Quels joueurs ont été remboursés? Personne, tout le monde s'est fait niquer. C'est vrai, je l'avais oublié. Non, mais j'ai pas dit que ça garantissait forcément. Sauf que là, c'est pas toi. Là, c'est lui. Là, c'est lui qui cherche à m'expliquer que c'est génial. Non, pas que c'est génial, mais qu'on peut remettre en perspective. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire que là où je te rejoins, c'est que j'espère que s'il y avait eu un truc aussi gros en France, une espèce de Ponzi aussi énorme, je sais rien moi, de Wina, je pense que ça fait... Ne serait-ce que nos services fiscaux de qualité, pour le coup, s'en seraient peut-être aperçus depuis longtemps, alors qu'aux États-Unis, ils ont l'air d'être plus à l'arrache. Oui, on demande, pour avoir une licence, pour opérer sur le marché français, d'avoir un certain montant de cash par rapport à ce qui a été investi pour les joueurs, même un truc genre 80%. Chose comme ça. Ouais. Et il faut l'avoir obligatoirement en banque. Alors effectivement, il y a eu un loupé. Il m'était sorti de l'esprit. Mais en tout cas, c'est vrai que pour les grosses structures, et aujourd'hui, avec 15 ans d'expérience sur cette loi, maintenant l'ANJ qui a un peu plus de pouvoir, ça me paraîtrait difficile de faire de refaire la même aujourd'hui. Ouais, un rug pull, hop là. Donc pour répondre à ta question sur PokerStar, je pense que Antoine en a très bien parlé. Mais je rajouterai un truc et je suis peut-être un peu biaisé. À l'époque où les leaders du marché étaient globalement un peu plus fun à jouer et plus gamifiés, GG Poker, beaucoup de gamification. Le leader en France aujourd'hui, Winamax, beaucoup de gamification. Je pense qu'il y a un besoin, on en parle souvent ensemble, de cheval de bataille. Le poker doit être plus fun, plus social, moins cher, et doit être une activité globalement qui provoque de la dopamine sans le danger. Et c'est pour ça qu'on voit le succès des buy-in de moins en moins chers. Et il y a de plus en plus d'entrées, que globalement, même les buy-in online baissent en chiffres, mais augmentent en nombre. Et le marché se porte bien depuis que c'est de moins en moins cher. Pour le coup, c'est pas une critique envers PokerStars, puisque c'est exactement ce qu'ils ont appliqué en premier d'ailleurs. Mais plus depuis leur déclin, depuis qu'ils ont été vendus, ça a été beaucoup plus laissé à l'abandon cette partie. Ouais, enfin la gamification, c'est un détail un peu, c'est un débat un peu de niche, mais ils ont fait les efforts en gamification, ils ont fait l'innovation. Je dirais pas que c'est un échec, ça n'a pas marché. C'est des choix et ça aurait pu aussi. Ça aurait pu fonctionner mieux que ça l'a fait. Je sais qu'ils ont beaucoup tenté de choses vis-à-vis du jeu en 3D, de l'immersion, de choses comme ça. Malheureusement, ça n'a pas pris. Moment, ouais. Les coffres, ça a été mal perçu pour remplacer le programme VIP, parce que le programme VIP d'avant était... c'est des choses... En fait, ça se goupille mal, tu vois, parce qu'ils étaient en déclin plutôt que l'inverse. Et je pense que c'est un peu ça. Moi, je sais que GG Poker, ils nous ont appelé, ma boîte, pour qu'on fasse des programmes de gamification avec eux et des jeux où tu avais Elki qui sortait en boîte et qui se faisait plumer. Enfin, le joueur était amnésique et puis il y a Elki qui le mentorait et tout ça. On a fait des trucs vraiment délire. Je pense que réfléchir à comment rajouter du fun dans le poker et arrêter que ce soit un jeu où, pour gagner, je dois folder 80% du temps et donc à la télé, c'est dur à regarder. J'ai envie de mourir, quoi. Voilà. Je pense que c'est une bonne direction. Est-ce que votre regard d'entrepreneur vous fait dire que quelque chose comme PokerStars est encore sauvable, que oui, on peut repartir conquérir le marché? Ou est-ce qu'à un moment donné, on doit accepter dans un marché qu'il y a un monstre, là, à l'heure actuelle, GG,
et que ça peut devenir très compliqué, voire impossible, de repartir à la bataille face à une entreprise comme ça. C'est quoi votre sentiment là-dessus? Si je veux dire un truc sur PokerStars, c'est que la marque vaut encore quelque chose. Maintenant, elle a été énormément abîmée, comme toutes les marques qui sont passées par un leverage buyout. Mais si PokerStars devait repartir sur une stratégie, il faudrait que ce soit une stratégie de guérilla, quoi. Lean Startup, effectivement, et aussi avec de la nostalgie, avec peut-être des références à des vieux noms, peut-être une expérience plus vanilla, enfin, tout un tas de... Je sais pas, on voit World of Warcraft dans d'autres milieux qui repart sur quelque chose de très, très nostalgique. C'est Vraiment, tendance, la nostalgie en plus. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, et puis il y a les vieux qui veulent rejouer aussi, hein, qui ont eu des émotions à une époque. Quand je dis les vieux, c'est nous. Qui ont eu des émotions à une époque et qui veulent les revivre. Je vois vraiment que ça. Parce que s'ils continuent vraiment sur la stratégie d'essayer de faire comme les autres, moins bien, on voit que ça marche pas. Pedro? Bah, quand tu regardes, qu'est-ce que c'était PokerStars à la grande époque? Les plus gros buy-in le dimanche, avec le Sunday Millions, et c'était le seul tournoi où tu pouvais 1 million de prize pool, ça n'existait pas. Il n'y avait pas d'autres sites au monde. C'était une team pro qui faisait rêver, où la team Winamax, elle faisait pitié presque à côté, c'était juste fou. Et bon, tout ça, ça a disparu. Il n'y a plus ce panache, et maintenant, c'est plus que l'ombre de lui-même. Après, des redémarrages de gens en perte de vitesse, on en a vu plein. Il y a plein d'exemples dans le milieu du business. Et il y en a plein d'autres aussi qui sont restés l'ombre d'eux-mêmes jusqu'à la fermeture. Il faudrait soulever le capot, il faudrait vérifier, il faudrait une vraie envie, en tout cas, de se réinventer. Ben, moi, j'ai toujours le principe de penser que dans le poker, le monde est tellement... Le business poker est tellement, entre guillemets, réduit qu'il y a de la place au sommet que pour un, quoi. C'est compliqué qu'il soit déjà deux. Il reste les bijoux de famille, quoi. Il reste le PT. Le PT, ça, pour le coup, ça a failli souffrir des mauvais choix de PokerStars, parce qu'à un moment donné, ils sont partis faire... Ils ne voulaient plus appeler ça EPT, je crois qu'ils ont appelé ça Millennium, ou je ne sais plus. Enfin, ils ont changé 15 fois de nom. Ils ont failli tuer leur propre bébé. Au final, ils l'ont bien sauvé. Hein. Au moment où on se parle, ça va être le PT Paris, et on sait déjà que ça va être un énorme succès. Quand le château est en train de s'effondrer, qu'il nous reste quelques bijoux de famille, on fait quoi? On les vend, ou on se sert de ça pour se dire il nous reste encore une chance de briller? Pour moi, les deux sont possibles. C'est juste une question de choix, de stratégie, d'investissement. Est-ce qu'ils sont prêts à prendre des risques? Avant la vente, oui. C'était clairement dans leur ADN de prendre des risques et de globalement réussir beaucoup plus souvent que de se rater. Depuis, j'ai l'impression qu'il n'y a pas la volonté. Antoine, on vend les bijoux de famille ou on s'en sert pour essayer de... C'est-à-dire que quand on dépiote une boîte comme ça a été fait avec PokerStars, c'est un jeu de Mikado. Donc on enlève les Mikado un par un et puis on regarde si ça tient toujours. Et aujourd'hui, on est à la fin du Mikado. C'est-à-dire qu'on sait très bien que si on en enlève un autre, tout s'écroule. Mais par contre, c'est des Mikado hyper solides. Vous savez, ils sont bien robustes, c'est une belle structure, quoi. Peut-être que quelqu'un va mettre des sous sur la table pour reprendre ça, mais en même temps, c'est un truc... Comment dire? C'est brinque-ballant, quoi. Bah, ouais, c'est un peu compliqué, mais en même temps, ils peuvent tenir comme ça longtemps, hein, puisque ça a résisté à de telles secousses. J'ai envie de te dire que c'est robuste, hein, c'est les pyramides de Gizeh, quoi. Ouais, mais comme j'ai entendu quelqu'un me faire cette métaphore dans une autre discussion, les moteurs ont explosé, donc l'avion continue de tracer, planer. tu vois, de planer, mais enfin, il y a un moment donné, il est de plus en plus bas, il va bien finir par se prendre une montagne, quoi, qui peut ressembler à GG. Ouais, mais tout le marché peut prendre une montagne. On ne sait pas ce qui va arriver au poker demain. C'est suffisamment robuste pour tenir quelques années. Voilà. Le poker demain, on en parlera la prochaine fois, les gars. Ah oui, ok. C'était passionnant. Merci beaucoup. Mon Pedro, où est-ce qu'on te retrouve? On peut me retrouver sur Insta. Oui. Pedro Oui, Canelli, sur Instagram. 230 vidéos par jour, oui, on sait qu'on peut te retrouver sur Insta. Et sur la chaîne de mon podcast Route. Oui, excellent Sur podcast, YouTube. avec de très belles interviews. Route le podcast. Et puis des
des hors-séries maintenant, Dr Business. Oui, très Où, bien, très bien ça. En 20 minutes, on trouve votre problème racine dans votre business et on vous le résout. Et vous reportez avec une to-do list. De toute façon, c'est toi le meilleur intervieweur et c'est Nico le meilleur pédagogue des Dr Business. Dans 2 semaines, il y a mon épisode de Dr Business qui sort. Tu pourras juger à ce moment-là. Mais tu sais déjà. Tu seras deuxième. Tu connais déjà. Tu seras deuxième, voilà. Ok. Alors qu'en interview, tu es le premier. Et dans mon cœur aussi. Ah, c'est sympa, merci. Je t'inviterai sur mon île. Ça, c'est sympa. Et j'ai besoin de conseils, j'ai besoin de quoi que ce soit. C'est ça, il faut aller me voir. Non, pas toi pour finir. Pardon. Toi pour finir, les entrepreneurs. Oui, les entrepreneurs. Solveo. Oui, Solveo, mais vous pouvez me contacter sur Instagram ou sur Facebook. D'accord, très bien. Antoine. Moi, ce sera Antoine Dugas sur DUGAST sur LinkedIn. Et sur TikTok, parce que c'est le seul mec de tout le game qui arrive à faire fonctionner TikTok. Moi, j'ai 4 vues et toi, t'as combien sur non, TikTok? Mais mec, TikTok est une blague. C'est-à-dire que le peu de mecs qui ont essayé de faire du TikTok ont tous sauté. Ouais, toi, t'as trouvé la recette. Ou ne pas faire de vues. Et lui, il a décidé de parler de business sur TikTok, qui est quand même censé être la niche de la niche de la niche de la niche. Le mec fait des vues. Ouais, donc vous pouvez aller me voir Antoine Gaming sur TikTok, où je parle plein de choses. Je parle aussi un petit peu d'addiction et des phénomènes qui vous rendent accro. Donc c'est intéressant, de product aussi. Si vous voulez vous lancer dans le marché du gaming, lancer vos jeux, vous pouvez m'écrire sur LinkedIn et puis je vous ferai une petite analyse de ce qui vous attend. Parce qu'en plus, il y en a beaucoup d'acteurs qui arrivent sur le marché pour le poker, pour le betting et pour le casino en ligne. Mais ça, ce sera dans le prochain épisode de Circus Business. N'hésitez pas en commentaire à nous dire ce que vous en avez pensé et les sujets que vous aimeriez bien qu'on aborde. C'était passionnant. Je vous embrasse fort. Merci les amis. On se retrouve très très vite au Club Circus Paris, dans le Carré. Ciao, ciao, ciao.